Bonsoir à vous tous, merci d'être avec nous en ce jour férié. Nous étions hier soir avec les musulmans qui ont passé une nuit de piété, une nuit justement à la recherche de ce qu'on peut appeler les esprits les plus positifs sur la nation. Il y a eu des prières et puis cette journée a servi à se reposer et nous prenons le relais, il est 19h, Live TV dans le Grand Talk. On va continuer encore de parler des affaires du pays et pourquoi pas aussi peut-être de certains sujets à l'international. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce jour. Salut à tous les musulmans de Côte d'Ivoire ainsi que leurs amis, leurs alliés, parce que c'est ça aussi le vécu et le vivre ensemble des communautés en Côte d'Ivoire. Elle est là, bien sûr, vous le savez, Christelle, un peu ouvrir cette émission. Hello André. Ça va bien? Très très bien. Quand elle va bien, c'est que ça va bien chez vous. Merci de vous installer. Bonsoir à tous. Moi, j'adore toujours cette image-là. Quand une fête musulmane arrive, nos compatriotes musulmans, ce sont de vrais, eux là, c'est eux qui nous permettent de comprendre le vrai sens du tourisme local. Ils vont visiter des centres commerciaux, ils vont visiter des monuments. Et puis ça a été le troisième, enfin c'est le quatrième pont déjà. Le cinquième. Le cinquième, voilà. Le cinquième pont a été l'objet d'attraction au point que les autorités ont pris une décision de fermeture. On a vécu ça, quelques belles images. Je voulais qu'on en parle avec vous, les amis. Elle me regarde, elle se dit, ah, c'est vraiment... j'ai adoré voir mes compatriotes sur le pont, Isabelle. Oui, bonsoir André, bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Bonsoir Isabelle. Oui, moi je pense que c'est une très bonne décision déjà d'avoir fermé ce pont ce jour férié. Pouvoir permettre. Il est toujours fermé, il va rouvrir à partir de 23h. Oui, voilà, en tout cas, je pense que comme il se fait déjà un peu tard, je pense qu'il y a bon nombre, en tout cas, des concitoyens qui sont déjà rentrés chez eux. Mais en tout cas, c'était une très bonne initiative parce qu'on en a parlé déjà sur ce plateau et on avait même émis cette idée-là parce qu'on a vu l'engouement que ça avait suscité à l'ouverture, donc à l'inauguration de ce pont. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens continuaient encore d'affluer sur le pont pour faire des photos, etc. Donc, c'est une fierté nationale, en fait, d'avoir cette infrastructure, ce joyau architecturale et je pense en tout cas que c'est une très bonne initiative et si ça peut se répéter plusieurs fois dans l'année, pourquoi pas. Voilà. Très bien. Herman, pour vous, vous avez un autre regard. Vous pensez même au fétichisme. Moi, je pense que lorsqu'on a ouvert, on a inauguré ce pont-là, j'étais l'un de ceux qui disaient que c'était une très bonne chose. Bon, maintenant, les gens s'organisent. Au fur et à mesure, depuis là, on constate qu'il n'y a pas véritablement un grand problème d'insécurité ou bien d'entretien, vu qu'il y avait déjà eu une note qui était sortie de la police qui a organisé cela. Maintenant, dédier toute une journée, quand on sait aujourd'hui, même les jours fériés, les grands engorgements en termes d'embouteillage et autres, souvent, ce pont-là, il est stratégique pour allier de l'autre côté. Donc, moi, je pense que c'est un peu du fétichisme. Écoutons-le, vous pouvez me laisser parler. Je vais vous laisser, je vais vous accompagner dans votre réflexion et surtout cette question va vous aider sans doute. Donc, vous vous dites, entre circulation et loisirs de certains concitoyens, il fallait évidemment trancher en faveur de la circulation. Non, pas forcément, mais il faut trouver la formule qui puisse contenter tout le monde. Si on ferme, normalement, une infrastructure routière, ce pont-là, c'est une infrastructure routière. Donc, c'est fait pour les automobilistes et autres. Maintenant, si on veut faire de ça un musée où il y aura des œuvres d'art à venir contempler, ça devient du fétichisme. C'est un peu trop fort quand même, Herman. C'est pas un musée. Vous connaissez le pont de l'Alma à Paris ? Mais je veux dire, quand on fait, vous nous ramenez à Paris, on est en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'à Paris, ils ne trouvent pas des formules pour faire en sorte que la circulation se tienne bien? On est en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce pont-là, on l'avait vu. Je ne suis pas d'accord avec ce point. Tu viendras, tu vas parler. Permettez Isabelle, il termine sa phrase et après on ira à Élysée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on a vu ce pont-là, on l'a rouvert, on a vu que les gens étaient déjà là. Donc, il y avait plein d'automobilistes. On a vu, c'est fini aujourd'hui. Non, mais c'est bon. Les images qu'on a vues aujourd'hui, c'est beau, mais ça ne nous permet pas, encore une fois, ça fait du fétichisme. Et ça, je reste là-dessus. Daouda, avant de revenir à Isabelle, permettez Isabelle, Daouda. En fait, je peux entendre son point, ça se comprend. Mais est-ce que vous le comprenez? Non, je l'entends, mais je veux dire, ce pont, comme Isabelle le disait, c'est une fierté nationale. Et au-delà de ça, j'aimerais poser... Voilà, il faut qu'on analyse la question de la fermeture du pont sous un autre angle.
allons en 2000, depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. La plupart des infrastructures qui ont été construites en Côte d'Ivoire, ça n'a pas été construit quand les gens peut-être étaient encore nés. Pour la plupart des gens qui vont visiter, aujourd'hui, de leur vivant et pendant leur jeunesse, ils ont pu assister à la construction de ce pont-là. Donc, il faut leur laisser au moins le privilège de le savourer. Et ce n'est pas un crime. Et sincèrement, avant que ce pont n'arrive, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres passages à Abidjan? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies de contournement pour éviter l'embouteillage? Et puis d'ailleurs, un férié chômé et payé, qu'est-ce qui vous empêche? Que demande le peuple? Que demande le peuple? Il ne faut pas leur enlever ce plaisir-là. Je vais vous dire, moi je travaille au plateau. Tous les jours, j'emprunte ce pont. Mais les gens quittent à Bobo, à Bassam, à Boisseau pour venir visiter ce pont. Parce qu'ils ont envie de partager ce plaisir-là avec les Ivoiriens. Je termine, s'il te plaît, pour dire simplement que, disons les choses clairement, à un moment donné, les autorités étaient obligées de mettre la police pour empêcher les gens d'avoir des excès. Mais un seul jour pour leur permettre de le visiter, de faire leurs photos, s'ils finissent, ils vont rentrer chez eux. Les autres endroits, les autres routes, vous avez vu les embouteillages, malgré le Monsieur Aboua, permettez que les autres... C'est là qu'il fallait éviter. On comprend votre point. Écoutez mes points et laissez le point circuler. Merci. Élisée prendra le point. Élisée qui n'a pas encore exprimé sur le sujet. Est-ce que vous êtes d'accord avec Herman ou Daouda ou Isabelle? Bon, vraiment, on est dans une question d'avis personnel. Et moi, pour être honnête, je dirais, je ne vais pas trouver cette mesure utile. Pourquoi? Pour la simple et unique raison, je dis pour la simple et unique raison que quand ce pont il a été inauguré par le chef de l'État, il a fait plus de 2 semaines où on voyait tout le monde aller prendre des photos sur ce pont. Jusqu'à ce que même il y ait une note officielle. Quand vous dites tout le monde, quand même. Non, je veux dire que ceux qui voulaient bien. Moi, je ne suis pas allé. Tout le monde, c'est pas moi. Attends, ceux qui voulaient bien y aller, mais de toute façon, tout le monde ne peut pas, parce que ce sont à Korogo qui ne pourront pas aller sur le pont. Donc, vous avez dit tout le monde. Vous avez dit tout le monde, donc, messieurs, non, je veux juste dire que tous ceux qui avaient envie d'y aller ont eu le temps pendant 2 semaines de pouvoir aller visiter. Nous-mêmes, on a eu du mal, même en tant qu'automobiliste, à pouvoir circuler ce pont-là, parce que tous des véhicules étaient garés partout, les gens sont venus prendre des photos en bonne et due pendant 2 semaines. Ce pont-là, il est là pour le long terme. On bloque toute une journée. On bloque une journée. C'est férié quand même, Élisée. Oui, pendant qu'on y est, bloquons le pont et puis allons regarder l'infrastructure du 4e pont qui est en train d'être construit. Alors, on peut demander à tout le monde d'aller regarder. On peut demander à tout le monde d'aller regarder toutes ces infrastructures qui sont être réalisées par le chef de l'État, qui sont d'ailleurs même très nombreuses. Pourquoi on ne décrète pas un férié pour aller voir un peu les autoroutes qui sont en train de construire? Permettez qu'Élisée termine. Voilà, je vais terminer. Voilà, donc j'estime pour ma part que pour moi, je pense que ce n'était pas une décision qui était utile. Honnêtement dit, elle n'était pas utile. On ne peut pas bloquer un pont juste pour le plaisir d'un groupe de personnes parce qu'on a eu le temps pour le faire juste après l'inauguration du pont. Isabelle. Bon, je tiens quand même à rappeler que c'est un jour férié. En plus, le pont, ça relie Cocody au plateau. 5 minutes de marche. Je tiens quand même à rappeler que le plateau est le quartier donc, des affaires. On y va pour travailler. Et je pense que ce jour férié, quasiment personne n'y était, sauf les habitants. Ceci dit, moi, je pense... Ceci dit, non, tu me laisses terminer parce que tu as parlé, je t'ai entendu. Donc, ceci dit, moi, je pense que ça reste, en tout cas, une bonne décision, d'autant plus que c'est la fête musulmane. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'intérieur du pays qui profitent de cette journée-là pour venir sur Abidjan. Et donc, ça sera l'occasion pour eux, en tout cas, d'aller donc sur ce pont-là et de pouvoir le voir. Exactement, d'autant plus que ceux qui sont à l'intérieur du pays l'ont peut-être vu à distance, la construction, etc. Donc, comme Daouda l'a dit tout à l'heure, il a marché un peu sur ma langue, mais c'est de dire, en fait, que finalement, quand tu vois la construction, je veux dire, quand tu vois les étapes et jusqu'à ce que ça arrive à son achèvement, c'est aussi une fierté. Voilà, c'est un côté affectif, c'est une fierté pour chaque Ivoirien. Et moi, je pense aussi que c'est une mesure de prévention. C'est pour empêcher aussi, c'est une façon d'empêcher les gens de venir en fait sur ce pont-là dans des périodes où ce n'est pas fermé, où ce n'est pas autorisé en tout cas à ces gens-là de venir. Donc, voilà. Je voudrais quand même, à l'aune de... Vous avez donné vos avis et ce sont des réflexions. Est-ce que vos avis sont basés sur ce qui se passe aussi ailleurs? Parce que, je rappelle, la plus belle avenue au monde est souvent fermée pour permettre justement aux Parisiens de passer des moments à festoyer. On peut prendre la 5e avenue à New York, partout. Enfin, donc la question que moi je vous pose, est-ce que vous avez, vous, le temps d'observer ce qui se passe ailleurs sur ce qu'on appelle les ouvrages d'art? C'est la question que je vous posais. Si c'était un ouvrage d'art, vous avez vu le passage piéton, il est si étroit. Lorsqu'on veut dédier une infrastructure pareille
à des sites touristiques et autres, on veut dédier ça au tourisme, on prévoit une infrastructure dans la construction qui accompagne, qui permet d'accueillir. Aujourd'hui, le véritable problème, c'est qu'on constate que quand ils sont là, quand il y a les visiteurs, lorsque les automobilistes sont là, il y a une foire. C'est pourquoi on fermé. On aurait dû prévoir cela en ce moment-là. On allait sentir la beauté du pont. Je vais réagir sur ce en fait, il y a un problème. Attendez, on va vous donner la parole, les amis. Mais il y a un problème. Merci. Il y a un problème parce que, non, je vais prendre la parole, Herman. Il y a un problème sérieux. Parce que je pense qu'Isabelle l'a dit, sûrement que tu n'as pas bien écouté. Le plateau, pour nous qui y travaillons tous les jours, le plateau là. On dit que nous on ne travaille pas. Bon, peut-être. Mais là, tu as Live TV, tu as un contrat d'emploi. Tu travailles au plateau, mais tu as Live TV aussi. Oui, les amis. Mais on va vous retirer la parole. Parce qu'aujourd'hui, au plateau, peut-être que le corpus. Le corps, les personnes qui vivent au plateau, ils ne dépassent pas 8000 habitants. Même si comment on appelle ça, les électeurs, ils ont fait en sorte que... Soyons concrets. Oui, même si ils sont à 86 000 électeurs. Mais en vérité, les habitants du plateau, ils y sont déjà. Mais il y a des gens qui voyagent. Il a parlé de Maouloud. Il y a des gens qui sont venus voir de la famille, qui sont quittés au nord, à l'est, au sud, mais qui veulent voir cette œuvre. Parce qu'en vérité, que ce soit le pont Félix-Houphouët-Boigny, que ce soit le pont de Gaulle, que ce soit tout ce qui est architecture, les gens, même toi et moi, on n'a pas eu le temps de voir cette construction. Aujourd'hui, on a assisté à l'érection de ce pont-là devant nous tous. On a vu, comment on appelle ça, le rond-point de l'Indénié, qui a fait échouer autant de présidents. Mais aujourd'hui, Alassane Ouattara a fait sortir ça des terres. Aujourd'hui, quand on marche dessus, c'est avec les narines dilatées, l'épaule carrée et avec fierté qu'on marche dessus. Très bien, donc oui, on va laisser les gens aller prendre des photos, aller chanter, aller danser là-bas. On va permettre à Élisée, s'il vous plaît, soyons disciplinés, s'il vous plaît. On va permettre à Élisée de réagir sur l'interpellation que je vais... Voilà, sur l'intervention de André. Bon, je ne trouve pas juste que tu poses la question de cette manière. Quand tu la poses ainsi, c'est comme si tu donnais l'impression que ce pont, dès son inauguration, on l'a fermé à la circulation ou on l'a fermé aux visites et c'est maintenant qu'on est en train de l'ouvrir pour que les gens viennent visiter. C'est pas ce qui s'est passé. Quand ce pont a été inauguré, je vous dis, jusqu'à 2 semaines, non, mais c'est parce que tu ne veux pas comprendre, sinon c'est très compréhensible. Voilà, donc sur 2 semaines, après que le mariage, après que le pont se soit ouvert, 2 semaines, pendant 2 semaines, tous ceux qui voulaient venir prendre des photos sont venus, ils ont pris des photos. Très bien. On a même tous déploré ce qui s'est passé parce qu'on avait peur qu'il y ait des incidents. Alors ça l'a fait. Le pont, il est là, il ne disparaîtra pas. Donc alors, les gens peuvent venir à tout moment pouvoir le faire. Ceux qui devaient venir prendre des photos sont venus. Ceux qui avaient envie de le faire. Sujet, s'il vous plaît. On a fini ce sujet. C'est ce que je voulais dire. Non, j'ai bien compris. Est-ce que vous avez la parole? J'ai bien compris. Une chose est sûre, nous on va marcher, on va prendre des photos. Daouda, vous êtes en ce jour quand même, en ce jour férié, je trouve qu'il y a beaucoup d'indiscipline sur ce plateau en ce jour férié, sachant que ça concerne un acte festif, parce que comme je l'ai rappelé d'entrée d'émission, c'est une fête. Herman, vous n'êtes pas seul au bistrot en train de... J'ai cru que le micro était fermé. Vous n'êtes pas seul au bistrot en train de... Je le disais hier, c'est un chiffonnier ce monsieur. Je vous en prie. Le patron des chiffons, c'est toi. S'il vous plaît, messieurs. Franchement, vous nous faites perdre le minimum de caractère sérieux que nous avons gagné à faire cette émission. Parce qu'à un moment, franchement... Je voudrais, mesdames, messieurs, après donc, cet échange sur l'histoire du pont qui provoque beaucoup de dégâts, le pont... De toute façon, à 23h, il sera ouvert. Il sera ouvert. Le pont laisse simplement de l'eau couler en dessous. Nous allons maintenant partir sur un autre sujet qui fait aussi délier les langues ici en Côte d'Ivoire. C'est la question de ce phénomène de drogue Kadhafi. La police traque justement les contrevenants et ceux qui sont en train de mettre en place ce trafic, qui commence à faire beaucoup de dégâts parmi notre jeunesse. On en parle aujourd'hui avec vous. Quelle est votre réaction? C'est un sujet sur lequel, évidemment, nous reviendrons, mais déjà, on plante le décor pour le sujet de ce jour. Alors, la police ivoirienne a interpellé mardi à Djamé, une commune commerciale, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, au centre d'Abidjan, 7 personnes, dont 6 femmes, au terme d'une opération dite spéciale de lutte contre la mixture Kadhafi et les médicaments de qualité inférieure falsifiés. Isabelle, votre regard sur ce phénomène qui détruit notre jeunesse?
Oui, alors c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Il faut savoir que ce qu'on appelle Kadhafi aujourd'hui, c'est le mélange donc de ce comprimé qu'on appelle le Tramadol, qui est mélangé à un puissant analgésique, qui est un puissant analgésique. Analgésique, oui. Alors, on va y arriver. Elle va y aller, ça va aller. Qui est un puissant analgésique, qui est combiné donc à de l'alcool ou alors à des boissons énergisantes et qui peut causer en tout cas des problèmes au niveau de la santé mentale. Ça peut poser en fait des problèmes au niveau physique, ça crée des convulsions, etc. Donc c'est très mauvais en tout cas pour la santé. Et c'est d'autant plus, comment dirais-je, les jeunes sont d'autant plus attirés par cela parce que c'est moins cher en tout cas comme drogue sur le marché. Pour exemple, je peux donner le coût, par exemple, dans les pays sahéliens, ça coûte 50 francs CFA, par exemple. Ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, le prix a changé en Côte d'Ivoire, en fait. Parce qu'en vérité, selon le reportage de Y a Problème, aujourd'hui, le comprimé est vendu à 1000 francs. Or, en réalité, comme tu le dis, la plaquette coûtait 200 francs ou 250 francs. Mais aujourd'hui, le comprimé est vendu à 1000 francs ou 2000, tellement, comment on appelle ça, ce comprimé est prisé par la jeunesse. Avant-hier, je pense que quand on parlait des 6 gendarmes qui ont été radiés de la gendarmerie nationale, je parlais d'une étude qui a été menée par l'ONUDIC avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé. C'est une question de santé publique aujourd'hui. Quand on regarde aujourd'hui que sur un échantillon de plus de 4000 élèves, on vous dit que 12% ont déjà touché à de l'analgésique. Mais tu te rappelles encore, quand les enfants, les jeunes élèves qu'on voyait sur les réseaux sociaux, allaient faire ce qu'ils appellent les rési-parties. Mais ils mélangeaient du vaudil, de l'alcool fort, du vin. Mais aujourd'hui, ils ont dépassé le simple cadre même de l'alcool. Ils vont vers ils sont devenus des chimistes dans l'âme. Très bien. Une fois que vous avez dressé ce tableau-là, on se pose la question avec vous, Herman. Est-ce que nous sommes prêts? Aujourd'hui, on a vu que la police a agi. Est-ce que vous pensez que notre système de sécurité et notre système de contrôle tout court est à même justement de faire face à ce type de phénomène? Moi, je ne dirais pas qu'on est totalement prêt, mais on voit les efforts. Parce que hier, dans le cas, il y a eu quand même 6 gendarmes qui ont été revoqués pour usage... Je pense que c'est avant-hier, tu me l'as dit. Avant-hier, pour usage de drogue. Aujourd'hui, on en est là à des mesures concernant, à des arrestations concernant la prise de cette mistule qu'on appelle Kadhafi. Et je pense que les gens s'intéressent à la question parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle dans la société. Et vous allez voir aussi bien les forces de défense et de sécurité que les populations civiles, même des parents qui sont victimes de cela. Donc, je pense que le gouvernement doit poursuivre cette dynamique-là, la police doit poursuivre cette dynamique-là pour adresser une bonne fois pour toutes ce fléau-là. Élisée, les raisons profondes de cette consommation abusive de cette drogue, et qu'est-ce qui ne va pas avec notre jeunesse, Élisée? Bon, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai fait une étude psychologique là-dessus pour pouvoir donner les raisons et vraiment ce qui pousse à ça. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, quand même, je crois avec l'influence des réseaux sociaux, parce que même, il y a eu un challenge qui a été lancé même sur des réseaux sociaux, des vidéos TikTok qui passaient concernant même des gens qui ont consommé cette mixture-là, cette drogue-là. Et c'était au vu au-dessus de tous. C'est pour ça que je dirais que je ne peux pas remettre en cause les efforts que font les pouvoirs publics pour pouvoir aller à l'encontre de la lutte contre la drogue. Les efforts sont là, mais je veux qu'on aille plus loin, que vraiment on traduise cette volonté-là en axe sur le terrain. On prend par exemple le marché de Roxy dont on parle. Mais ce marché-là, depuis longtemps, pas encore né, il existait. Et aujourd'hui, il existe encore. Mais pourquoi? Pourtant, on sait que c'est un lieu où se commercialisent des médicaments illicites, où se commercialisent ces drogues-là. Mais jusqu'aujourd'hui, ce marché existe. Qu'est-ce qui empêche qu'on mette un thème à l'existence de ce marché? Qu'est-ce qui empêche réellement? Moi, je pense que c'est une question de volonté. On décide d'en découdre, on en découd une bonne fois pour toutes. Fait, ce que moi, je voulais dire... Juste une minute, on va permettre à Isabelle de réagir. Mais Isabelle, avant que vous nous rouliez sur votre question, on doit se poser la question, pour aller un peu dans ce que Élisée dit, est-ce que nous faisons suffisamment ce qu'il faut, ou bien c'est notre laxisme qui nous conduit là? On a laissé des choses interdites se faire dérouler dans l'espace public. Et est-ce que tout ça, ce n'est pas des vidéos TikTok ce dont paye la jeunesse aujourd'hui? Moi, je pense que c'est aussi du laxisme au niveau de l'État, parce que c'est un phénomène qui existe quand même depuis 2012 dans la sous-région. Et pour revenir sur quelques chiffres, par exemple, 130 tonnes avaient été interceptées en 2012 au Bénin, au Ghana et au Sénégal, pour donner un peu l'ampleur de la chose. Donc, on aurait dû avoir un système d'alerte anticipé pour éviter en fait d'en arriver là. Après, c'est vrai, faire la police, c'est bien, mais il faut aussi sensibiliser davantage nos jeunes à l'effet que cette drogue qu'il prend est totalement nocive
pour leur vie, pour leur santé. Et c'est aussi une question de sécurité publique. Parce que ces jeunes-là qui prennent ces différentes drogues peuvent être considérés en fait comme enfin, j'avais pas envie de dire le mot, mais peut-être des terroristes vis-à-vis de ceux qui n'en prennent pas. Et pour la petite histoire, on se rappelle, hein, en 2011 déjà, il y avait donc eu en Libye la révolte de la population. Et le nom Kadhafi donné donc à cette drogue, c'était parce que les jeunes manifestants lors de cette révolte en Libye avaient consommé de la drogue. Et c'est ce pourquoi ils avaient pris d'assaut en fait les rues. Et c'est pour ça qu'on appelle aujourd'hui cette drogue. Alors Isabelle, on reste avec vous parce qu'on a 7 personnes interpellées, on a 6 femmes. Est-ce qu'il faut vraiment s'interroger sur la perte, mais vraiment la grande perte des valeurs? Oui, il y a la question aussi de la perte des valeurs et je pense que ça va même au-delà de la consommation de cette drogue. C'est de façon généralisée. Les femmes censées donner l'éducation aux enfants. Exactement. Mais après, j'ai pas envie de mettre la question du genre au centre même de cette problématique. Pour moi, tous les jeunes sont considérés comme de potentielles victimes de cette drogue-là. Donc, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, etc., je pense que les conséquences sont les mêmes pour les deux. Pour les femmes, je pense que c'était des vendeuses, hein, si j'en fais. Oui, non, c'est ça, c'est des vendeuses. Donc, une fois qu'on a parlé des vendeuses, on reste toujours en train d'interroger notre système de circulation des médicaments. Donc, est-ce que, là encore, on parlait de laxisme, est-ce qu'il ne faut pas même interroger le système classique? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je peux aller à la pharmacie, acheter des médicaments sans ordonnance. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une question à étudier clairement? Non, en fait, ce sur quoi je voulais revenir, justement, c'était cette question-là même. Parce que c'est vrai qu'on est en train, sur ce plateau, on parle de drogue, mais de base, le tramadol, ce n'est pas une drogue. C'est ça le problème. C'est un médicament. Moi, j'utilise le tramadol. Bien sûr. Pour une maladie que vous savez que j'ai, j'utilise ça. C'est un antidouleur. Mais là, on parle de cela parce qu'il est associé. Mais justement, dès l'instant que le produit commence à être associé à quelque chose, c'est ça qui devient dangereux. Donc, c'est là où je pose la question. Vous dites que... Pardon, allons doucement. On a compris, sinon on va perdre le fil de ce qu'on a entendu dire. On a compris qu'il s'est associé tout ça, mais ce n'est pas ça le sujet. C'est l'accès à ce tramadol. C'est-à-dire, même si on arrive à mettre la main sur le réseau de trafic, il se trouve que pour aller récupérer votre tramadol en pharmacie, vous pouvez le faire parfois sans ordonnance. Ça pose un vrai problème. Ce qui est important de dire, en fait, pour nous autres qui utilisons ce médicament dans le cadre de nos maladies, quand on va en pharmacie, même avec l'ordonnance, vous n'avez pas accès. Parce que le tramadol que ces jeunes-là utilisent, c'est du 250 mg, qui n'est même pas vendu en pharmacie. Parce que de base, on te donne à partir de 50, 100, pour monter. Et généralement, même pour que le médecin puisse partir, c'est que vraiment, la douleur que tu as, c'est une douleur qui doit te tuer tout de suite. Mais généralement, les femmes, tu parlais des femmes qui ont été arrêtées, les jeunes là ont accès à ça dans un réseau parallèle. Et généralement, c'est le trafic. Et ça pose la question aujourd'hui de nos frontières qui sont poreuses en fait. Sinon, le médicament tramadol 250 mg, je vous mets au défi, allez-y en pharmacie et sortez-moi du 250 mg sans ordonnance. Sortez-le-moi. Très bien, Élisée. Ben, moi, je pense que j'avais déjà entamé mon propos et puis on a poursuivi. Moi, je crois que, comme je le dis, je ne nie pas les efforts vraiment qui sont faits par les pouvoirs publics pour lutter contre la question de la drogue. Mais pour moi, dans cette lutte-là, il y a des éléments qui sont urgents. Et pour moi, les éléments qui sont urgents, c'est ceux-là qui sont visibles sur nos yeux dans l'immédiat. Je dis et je le répète, la volonté, là, il faut la traduire en actes. Nos forces de police, nos autorités politiques ont les moyens, même les législateurs ont les moyens de faire des lois, de prendre des décisions pour pouvoir amener les uns et les autres à œuvrer, à lutter contre ce phénomène. Et pour vous, la première des actions importantes serait de fermer ce marché, ou de le détruire et de construire autre chose là-dessus. Mais je pense qu'il y a un moyen, ils avaient fermé au Roxy, en fait. S'il vous plaît. Ça, on l'a dit, c'est un marché qu'on tente de fermer depuis longtemps. Pour terminer là-dessus, votre mot de fin, avant qu'on passe au sujet politique tout aussi passionnant. Quand on parle de Kadhafi, il y a 2 éléments qui constituent cette misture-là. On fait un procès au tramadol, ça on le fait, mais il y a aussi la boisson dont tout le monde parle. Pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas cette boisson-là? Apparemment, c'est cette boisson-là qui est la base de leur misture, qui est la solution pour la misture. Pourquoi interdire déjà la vente? Mais tout le monde utilise, aujourd'hui c'est à cause de cela, et tu les vois, ils mettent ça dans des petites bouteilles d'eau, et tu vois une potion assez jaunâtre, on ne sait pas. Il faut interdire cette boisson-là aussi. Et des efforts pour essayer de réglementer l'usage du tramadol
la vente du tramadol, mais il faut aussi supprimer, arriver à l'interdiction de la vente de Vaudi. Très bien, voici des solutions, des propositions par nos camarades ici qui réfléchissent et qui se posent des questions sur le traitement national de ce sujet-là. Comment un certain nombre de médicaments et de boissons sont sur la place sans qu'on puisse très rapidement mettre un terme à cela. C'était donc notre sujet. Mais ouvrons la grande actu, il y a encore des débats. Je pense que tout ça, ça va faire parler. C'est au cœur du parti au pouvoir. Les élections sont terminées. Il est le grand vainqueur. Et pourtant, il continue encore de faire parler de lui puisqu'il en veut aux indépendants. Tout à fait. Le secrétaire exécutif du RHDP, M. Cissé Bakongo, donc, a fermé la porte aux indépendants. Ils ne pourront plus revenir à la maison offrir leur victoire au président du parti. Comment analysez-vous cette décision, Isabelle? Déjà, je vais reprendre un peu les propos même du secrétaire exécutif du RHDP, le ministre Cissé Bakongo, qui dit qu'en définitive, la terminologie indépendant ne convient pas et que pour lui, en tout cas, c'est la terminologie dissident ou indiscipliné qui conviendrait mieux pour les qualifier. Il faut rappeler que pour ces élections municipales et régionales et même sénatoriales, il y a eu au total 341 indépendants sur l'ensemble du territoire national. Et il y en a une quarantaine, en tout cas, qui ont pu avoir la victoire, qui ont pu remporter, en fait, ces élections-là. Donc, au vu de ça, je pense que le RHDP, en fait, est cohérent dans sa démarche. Je veux dire, le président même du parti du RHDP l'a bien notifié. Il a dit, si tu es indiscipliné et que tu ne respectes pas les règles du parti, tu vas subir en fait les sanctions, voilà, les sanctions de la réglementation, les sanctions en tout cas des textes du parti en question. Donc je pense que c'est ce qui est en train de se faire et ils sont vraiment en cohérence avec ce qui a été dit. Sans trop regarder justement s'il s'agit du parti B ou du parti C ou du parti A, est-ce qu'on peut dire que Ibrahima Cissé Bakongo a raison? Moi, je pense que c'est tout à fait... Ils sont dans la logique. Ici, on avait même prévenu, avant même les élections, que les indépendants qui sont étiquetés, issus d'un parti politique, ils jouent quitte ou double. Parce que si tu gagnes, encore, les gens, tu as prouvé à ton parti que tu avais raison, tu avais une base, tu peux encore revenir en négociant, par la discussion. Mais si tu perds, il faut savoir que tu laisses des plumes. Et ça, ils sont là. Mais moi, encore une fois, un parti politique, quand on regarde la démarche du président Ouattara, lorsqu'il a réglé la question même de Amontano, Marcel Amontano, Amontano, moi je pense, pour un observateur de la scène politique, c'est les propos qu'il a tenus en 2020. Pour moi, si le président Ouattara n'était pas dans une dynamique de rapprochement, de consolider tous ses lieutenants, il n'aurait peut-être pas accepté. Ailleurs, vous voyez que le PPA a essayé autre. Quand le président Gbagbo est venu, il n'a pas essayé de colmater, de rassembler tout le monde, ça posait des problèmes. Ces indépendants-là, même s'ils ont perdu, qui viennent frapper à la porte, c'est des militants potentiels. Il faut les accepter. On ne parle même pas de ceux qui ont perdu, là, Élisée, parce que lui, il parle de perdu, mais on dit c'est ceux qui ont gagné qui disent, bon, nous, on a gagné, on vient à la victoire, on dit non. Non, j'ai dit même si ils ont... Non, j'ai bien compris. Oui, je pose la question à Élisée. Moi, je pense que, comme Isabelle l'a dit, je partage en partie son avis. La cohérence. Oui, c'est une question de cohérence. Mais moi, je veux même m'adresser même à ceux-là. Vous leur dites que la vie, les destins ne sont pas liés. Vous êtes allé contre, c'est-à-dire que sans l'aval de votre parti, et la population vous a donné son quitus. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu prouver que le parti s'était trompé de cheval? Déjà ça, mais ça veut dire déjà que ces personnes-là ont une équation personnelle avec ces populations-là. Mais capitalisez dessus, capitalisez cette équation. Si aujourd'hui les populations ont vu en vous le sauveur et puis vous ont dit OK, ou bien celui qui peut les accompagner dans leur projet de développement et vous ont confié leur destinée, mais travaillez pour ces populations parce que tout ce qu'on attend c'est juste ça, travaillez pour ces populations. Vous ne travaillez pas pour le parti seulement, mais pour ces populations. Donc il faut déjà, pour le respect qu'on a vis-à-vis de ces populations-là, leur dire que je suis parti au combat, certes, c'est vrai, j'ai pas été retenu par mon parti, mais vous m'avez fait confiance et parce que vous m'avez fait confiance, je travaillerai, j'engagerai tout ce que je peux pour faire avancer les choses. Donc la priorité pour ceux-là, ce n'est même pas le parti. Pour moi, la priorité de ces dissidents ou indépendants, pour moi, c'est les populations qui les ont votés. Alors Daouda, est-ce que vous pensez qu'on va assister à la création d'une force, si toutefois ces indépendants-là se mettaient ensemble? Non, moi je ne pense pas qu'on puisse assister à la création d'une force politique. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de tous taper à la porte.
C'est vrai que les partis ont leurs règles en interne, forcément. Comme Isabelle l'a dit. Comme elle l'a si bien dit. Mais n'oublions pas, il faut analyser la chose sous un autre prisme. Parce que les élections de 2025 arrivent. Qu'on le veuille ou pas, c'est des gens aujourd'hui qui ont un corps électoral qui leur appartient. Donc, à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, le parti aura besoin de tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est normal, le secrétaire exécutif du RHDP est fâché. Sûrement que le secrétaire exécutif du PDC aussi sera fâché. Sûrement que tous les partis politiques sont fâchés parce qu'ils n'ont pas respecté le code d'éthique et de déontologie ou bien la discipline du parti. Mais n'oublions pas, gardons en vue que 2025 arrive. Très bien, Daouda, une fois que vous avez dit ça, tout à l'heure, Christelle a attiré votre attention sur le fait que finalement, est-ce que ce n'est pas la preuve que le parti s'est trompé dans son choix? Et justement, l'une des conséquences qu'il faut tirer, je souhaiterais que vous réagissiez là-dessus, est-ce que finalement cela ne révèle pas le peu de démocratie qu'il y a dans nos partis et que leur modèle de choix de leur candidat pose manifestement problème, Isabelle? Non, ça pose pas problème. Non, je ne pense pas que ce soit un problème de démocratie en interne, parce que les choix, en tout cas, je prends le cas du RHDP, a été fait de façon consensuelle avec la plupart des secrétaires départementaux qui sont eux-mêmes en fait des préfets politiques au niveau de chaque département politique de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que non, le processus démocratique a été respecté en interne. Ici, il ne s'agit pas en fait de parler de ce qui est démocratique ou pas. Il s'agit plutôt de parler de personnes, d'individus en tout cas qui ne pensent qu'à eux, qui ont un gros ego, qui n'acceptent pas en tout cas. Non, mais manifestement, ils ont gagné, donc vous ne pouvez pas parler de leur ego. Si, on peut parler. Si. Après, le fait qu'ils aient gagné ne justifie pas le fait que ce soit un mauvais choix ou pas que le parti ait fait. Moi, je pense juste que le fait qu'ils se soient présentés, bon. Combien sont-ils en définitive à avoir gagné? Combien sont-ils? Ah ben, bon, c'est le deuxième parti, hein, finalement. En tout cas, c'est le deuxième parti après le RHDP. Non, même si c'est après le RHDP, mais je veux dire, mais combien sont-ils? Ils sont infimes par rapport aux candidats, même RHDP, qui ont remporté les différentes élections. Est-ce qu'ils n'avaient pas donné justement leur région, leur position à l'opposition, à d'autres forces? Ils peuvent aller frapper au niveau de l'opposition s'ils vont... Non, je parle aussi, ces personnes n'avaient pas forcé entre griffes le destin et qu'ils étaient là, restés silencieux. Est-ce que, voilà, un autre parti n'aurait pas pris le bastion qui était dévolu au parti au pouvoir? Oui, certainement, parce que le fait de se présenter contre son parti politique divise de fait les voix, en fait, sur le terrain. Donc oui, ça aurait été possible. Sur cette question, Herman, à propos donc de démocratie interne, est-ce que finalement les partis ne payent pas leur mauvaise façon de gérer les contradictions et les choix? Ça, on l'a dit, hein. Les partis politiques qui se disent des partis démocratiques, qui refusent même convoquer, faire participer la base à ces décisions qui sont des choix importants. Je veux dire qu'il y a les primaires, ça je reviens là-dessus. Les primaires, c'était cela. Bon, aujourd'hui, on est loin de ce débat-là parce que justement, les élections sont passées. Il faut pouvoir que les indépendants qui partent souvent contre la direction du parti, c'est parce que ces indépendants estiment qu'ils ont des assises au niveau de leur circonscription, de leur région, donc qu'ils ont envie de compétir. Et s'ils sont plusieurs à avoir cet appétit-là, cette envie-là, il faut que le parti politique qui se dit démocratique ouvre le débat pour qu'en son sein, on puisse avoir des cadres qui se sortent et qu'ils aient l'onction de l'ensemble pour y aller. C'est dommage qu'on arrive à cela, mais en même temps, quelqu'un disait ici, c'est indépendant là, c'est parce qu'ils ne connaissent pas peut-être leurs forces. Et puis ils vont taper aux portes. Aujourd'hui, il y a certains qui ont eu jusqu'à 41. Ces indépendants peuvent, qu'on soit de partis politiques, se mettre ensemble et puis constituer une force. Voilà. Mais en fait, moi, je comprends, j'entends le point que tu dis, mais aujourd'hui, il faut prendre en compte quelque chose qui est très important, c'est que les partis politiques, c'est comme une société, ça a ses règles. Et donc, quand tu décides d'être dans un parti, le parti peut avoir sa stratégie en tête. Prenons un exemple en France. On a vu qu'il y a eu des primaires, qu'on appelle ça, à la gauche française. Après les primaires, on a vu comment ça s'est éclaté pour tout le monde. Finalement, parce que quand il y a les primaires, X a perdu, Y a gagné. Du coup, ceux qui ont les égos dont tu parlais, ça va ressurgir encore. Donc, sûrement, pour mettre un frein à cela, souvent, je vais dire, est-ce que ce n'est pas cette forme de dictature-là que les partis politiques mettent en place de sorte à ce que
qu'un candidat puisse gagner pour tout le monde et que vous puissiez travailler ensemble. En fait, Daouda, moi, je ne parlerai pas de dictature en interne des partis. Non, je dis en griffe. Oui, en griffe, mais moi, voilà, je parlerai plus de discipline, je parlerai plus de cohésion et de vivre ensemble. Parce que vous imaginez qu'on parte en fait sur des primaires, il y aura des pro-X, pro-Y, etc. On s'affronte en interne et finalement, pour donner quoi? Le parti va se dissoudre de lui-même, en fait. Alors que si on arrive... Je termine. Si on arrive à avoir un consensus, c'est-à-dire mettre tout le monde sur la table et qu'on décide, voici notre cheval gagnant, je pense que c'est la meilleure option qui puisse exister. Vous pensez que c'est la meilleure option? Oui, c'est la meilleure option. D'autant plus qu'on implique la base via donc les préfets politiques qui sont sur le terrain. Est-ce que, sur son avis, là, Élisée, elle disait tout à l'heure, sur vraiment son point, est-ce que vous avez une réaction? Oui, moi j'ai quelque chose à dire. En fait, on ne peut pas dénier au fait qu'il y ait quand même dans le parti, parmi les indépendants, on ne peut pas leur dénier le fait qu'il y ait de l'indiscipline. L'acte en lui-même, c'est un acte d'indiscipline. Mais en même temps, quand on dit c'est un acte d'indiscipline, il faut qu'on ait aussi le courage de regarder même dans la direction des partis. Dans la direction des partis, il y a des problèmes de personnes. Il peut avoir un problème personnel, un des responsables du parti, avec quelqu'un qui est potentiellement le candidat même avéré du parti, mais parce qu'il a ce problème de personne, il va l'éjecter. Et sous le couvert de la discipline. Mais bien sûr, sous le couvert de la discipline, on va l'éjecter. Sous le couvert de la discipline, on va dire non, il faut accepter parce que sinon tu sors des rangs. Il y a cette réalité aussi qui est là. Les dirigeants, les directions des partis ont cette dictature-là que je pense quelque part quand même il faut doser. Parce que ça joue sur les partis. La preuve, moi, c'est un désaveu flagrant pour ces responsables de partis-là. Quand vous décidez de ne pas prendre quelqu'un, alors qu'on est tous unanimes que celui-là, c'est lui qui représente le parti et qui a cette force, et qu'au final, le prouve sur le terrain, je pense qu'il faut avoir l'humilité en tant que direction de dire, OK, c'est vrai, peut-être qu'on a eu des problèmes de personnes, mais des problèmes internes qui ont fait que ça n'a pas marché. On prend acte, mais désormais, on va se mettre ensemble pour faire avancer les choses. Tout à fait, mais Élisée, en même temps, lorsqu'on rentre dans un parti politique, on signe pour la discipline, quel que soit le choix qui va être opéré. Daouda, votre réaction? En fait, moi, je comprends ce qu'Élisée dit, mais il faut convoquer l'histoire. En 2018, on a eu les mêmes élections, les mêmes indépendants. Ils avaient gagné plus de voix que ça. Hein. Ils sont tous venus d'Ada, on les a repris dans le parti. Mais je veux dire, ce n'est pas intéressant en fait. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire de façon claire et nette. Que ce soit le PPACI, que ce soit le PDCI, je ne veux pas des grands partis, le RAGP, ils ont été tous unanimes. Ils ne veulent pas d'indépendants. Pourquoi? Parce qu'on l'a analysé sur ce plateau ici, ensemble, la saison passée. Les élections régionales et municipales, mais c'est les élections à mi-mandat qui étaient importantes pour tous les partis politiques. Donc, celui qui allait gagner ces élections, ça allait montrer le chemin pour 2025. Donc, il était... Et c'est pour cette raison que tous les partis politiques ont dit, mettons l'intérêt commun au-dessus des intérêts personnels. Très bien, Daouda, quand on a dit ça, partageons la parole. Permettez, Herman, Élisée va réagir. Je crois qu'Herman n'a pas réagi. Arithmétique, je veux poser une question à Daouda, parce qu'il vient de faire un développement, mais il y a une déclinaison que je n'accepte pas forcément. Donc pour toi, en 2025, on est à mi-mandat, le RHDP, la Côte d'Ivoire est tout orange, on peut s'attendre à ce qu'un candidat issu des rangs du RHDP soit élu à la présidentielle? Mais techniquement, quand toi-même tu poses la question, est-ce que tu n'as pas ta réponse de façon claire? Non, je n'ai pas. Je m'explique, parce que techniquement, quand aujourd'hui, en matière de développement, si c'est le maire du RHDP ou le maire du PPACI ou le président des régions de X régions qui est tout le temps en contact avec les populations, qui donne de l'emploi aux populations, qui donne de la santé aux populations, tu penses que techniquement, quand tu connais, comment on appelle ça, la sociologie de nos populations, tu penses que quand ils vont venir parler au nom du parti, ils ne vont pas voter pour cette personne-là? On se donne rendez-vous en 2025 pour observer. Élisée. Très bien, on va permettre à Élisée de parler. Okay. Vous attendez votre rendez-vous. Il a dit, on convoque l'histoire. Convoquons l'histoire. En 2018, quand on fait les municipales, il y a beaucoup d'indépendants. Et ces indépendants viennent frapper au port de parti et ils donnent leur victoire au parti. Mais quand on vient aujourd'hui, reprenez la liste, la moitié, disons les 2 tiers de ces indépendants ont été les candidats du parti. Pourquoi? Parce qu'on a vu justement que c'est eux qui ont les équations personnelles avec le peuple. Et c'est ça. Aujourd'hui, je dis et je répète, c'est vrai, moi je suis d'accord. L'attitude que les uns et les autres posent, cette attitude-là, on l'appelle en bon français l'indiscipline. Mais ça doit aussi nous amener à nous interroger. Est-ce qu'au niveau de la direction des partis, il n'y a pas quelque chose à régler là-bas? Quand on prend des personnes qui, durant des années sur le terrain, ça c'est dans tous les partis, sur le terrain, ont travaillé pour le parti. Et que quand on arrive au moment des élections, on trouve que non, vu qu'ils ne sont pas un cadre, et qu'on a des gens qui sont des cadres d'après ce qu'on pense,
parce qu'ils sont de la région, c'est eux qui vont venir remplacer. C'est bien beau, mais n'oublions pas une chose, la politique on l'a fait pour qui? Pour le peuple, pour la population. La population ne s'est pas reconnue en toi parce que tu n'as jamais été à côté d'elle. Mais pourquoi tu veux aujourd'hui venir revendiquer son suffrage? Il faut au moins avoir l'honnêteté de dire, bon voilà quelqu'un qui lui, parce qu'il a fait ça, il a conquis le truc, donnons-lui la candidature. Élisée, dans ce cas, Élisée, dans ce cas-là, moi je vais dire, quand aujourd'hui tu as eu le suffrage des populations, mais il faut avoir la dignité de ne pas revenir taper à la porte de ce parti. Mais c'est ce que j'ai dit dès le départ, c'était ma première intervention. Ce parti-là dit aujourd'hui, ce parti-là a dit aujourd'hui, on ne veut pas de toi, va, si tu veux créer ton parti, crée ton parti. Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que ça soit une fois aux allers-retours, ça sert à rien. Très bien, Isabelle voudrait intervenir. Quand vous avez convoqué l'histoire, moi aussi je vais convoquer l'histoire, Isabelle. Non, parce que je vais prendre l'exemple sur le plus vieux parti de la Côte d'Ivoire, le PDCI. Par exemple, au PDCI, en 1995, je prends le cas spécifique de Cocody, il devait y avoir un consensus. Le consensus a échoué. Et de fait, ils sont allés aux primaires, Dr Haïzi et Rachel Pio. Et finalement, ils ont pu avoir un candidat. Donc moi, je pense que ça peut, en convoquant l'histoire, ça peut être donc une forme plus ou moins de démocratie, comme vous l'appelez, ou alors de souveraineté, comme des partis comme Élysée l'a dit. Évidemment, c'est une superbe conclusion. Une chose est sûre, chaque fois, on va se référer à l'histoire pour dire est-ce que les uns et les autres ont eu raison, est-ce qu'ils n'ont pas renié certains de leurs principes de démocratie ou d'organisation interne de parti. Mais une chose est sûre, la vie politique continue et on attend le rendez-vous, parce qu'ils sont deux à vous avoir donné le rendez-vous là, de 2025. Rendez-vous en 2025. On va les retrouver là. Quant à nous, on vous donne rendez-vous dans à peu près 15 minutes, puisque ce sera le moment pour nous de regarder une édition du JT. Et on se retrouve pour la suite de cette émission. On va parler de quoi? De quelque chose qui est un peu bizarre, de fréquence, de radiofréquence. Ça va être passionnant quand même, les amis. On vous donne rendez-vous avec Christelle tout à l'heure. Oui, après la pause info. C'est un jour férié, mais nous continuons toujours d'être au service de nos concitoyens. La télé, elle tourne et la Côte d'Ivoire aussi tourne. Beaucoup de sujets sur votre table, vous le savez. Les jours fériés ne nous arrêtent point. Merci d'être avec nous sur nos différents canaux. Ils sont là, nos différents chroniqueurs, et puis elle est toujours là, elle est à côté de moi. Elle me porte, eh bien, je lui en sais gré, Christelle. On se porte ou on se porte, elle dit, ben, elle veut édulcorer la chose. Nous sommes avec vous, mesdames, messieurs, c'est la deuxième partie du Grand Talk. Et cette deuxième partie voilà, va nous permettre d'aborder une question éminemment importante. On ne l'imagine pas assez, les fréquences font partie du patrimoine national. Et très souvent, on se demande bien comment tout cela fonctionne. Et pour permettre au grand public de comprendre cela, l'institution la plus importante en matière d'attribution de fréquences, qui est l'AIGF, a décidé d'organiser un forum. Le forum donc sur les radiocommunications. Et pour nous en parler, Christelle, nous recevons Monsieur Bini Kwame, vous êtes le président du comité scientifique du Forum des radiocommunications. Et vous êtes par ailleurs donc le conseiller spécial du directeur général de l'AIGF. Alors, tout de suite, on va mettre les pieds dans le plat. C'est quoi l'AIGF? C'est quoi cette institution? Merci de me recevoir sur votre plateau. L'AIGF, c'est l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques. Au niveau institutionnel, en Côte d'Ivoire, elle fait partie des entités à charge du secteur des télécommunications. Et sa principale mission, c'est la gestion. Donc, cela s'entend par la gestion administrative, le contrôle de l'utilisation des fréquences et surtout l'attribution des fréquences à des entités qu'on appelle des affectataires de bandes de fréquences. Une deuxième petite question pour rester dans la pédagogie. Les fréquences, c'est quoi? Et puis elles servent à quoi les fréquences pour nous? On se dit, mais enfin, les fréquences. Merci pour la question. Les fréquences sont tellement dans notre environnement qu'on se demande après, est-ce que ça vaut le coup de les définir? Mais oui. Les fréquences sont une des caractéristiques de ce qu'on appelle l'onde électromagnétique. Et elles servent de support au transport de l'information. Et je dis qu'elles sont dans notre environnement tout le temps. C'est le cas du Bluetooth. Nous sommes sur un plateau télé, oui, mais ce sont les fréquences qui vont nous permettre d'être vus par les téléspectateurs.
Ça, ce n'est que quelques usages que je viens de citer. La vie moderne est faite donc de fréquences. Très bien. C'est exactement ça. Quel sera le rôle de l'IGF pendant la CAN? Et est-ce que notre pays sera prêt à lancer la 5G annoncée? Ah, merci madame. Et il y a au niveau de la 5G une feuille de route qui est en exécution depuis un certain temps. Au niveau de cette feuille de route, l'IGF a un rôle à jouer, c'est de mettre à disposition de l'affectataire qu'on appelle l'autorité de régulation des télécommunications, ARTCI, pour qu'elle les assigne aux opérateurs. Ceci a été déjà fait, d'ailleurs. Les opérateurs ont procédé à des tests de la 5G et les opérateurs, normalement, sont prêts. Est-ce que l'AIGF a un autre rôle? Oui, l'AIGF a un autre rôle. Parce qu'au niveau du contrôle de l'utilisation des fréquences, nous devrions veiller à ce qu'il n'y ait pas d'interférence, qu'on appelle le brouillage préjudiciable quand il s'agit d'utilisation de fréquences. Ensuite, le développement des réseaux amène un certain nombre de phénomènes et amène souvent les populations à refuser de cohabiter avec ce qu'on appelle les sites radioélectriques. Les antennes relais, à tort ou à raison, monsieur? Je dirais à tort, parce que là-dessus, il y a beaucoup de légendes. Et d'ailleurs, le forum dont vous parlez va essayer justement de mettre en confiance les utilisateurs. Parce qu'en amont, il y a un dispositif qui permet de contrôler et d'écarter tout ce qu'on pourrait considérer comme risque éventuel. Élisée Boulouboué va vous permettre d'aller encore plus en profondeur. Oui, sur la question, effectivement, vous avez dit que le forum va permettre d'ouvrir, mais déjà pour nos téléspectateurs, on va chercher à comprendre un peu. Là, on voit sur certaines toitures d'immeubles à Abidjan, sur certaines dalles d'immeubles à Abidjan, des antennes un peu partout. Est-ce que c'est légal qu'on installe des antennes comme ça sur des toitures d'immeubles partout? Et est-ce que cela, en réalité, c'est vrai, vous avez dit tout à l'heure, c'est des légendes, mais n'a pas, en votre fort intérieur, vous-même vous le diriez, n'a pas un impact sur la santé des gens qui y vivent? Bien, votre question a deux points. C'est ça. Est-ce que c'est légal que des antennes soient installées sur le toit des immeubles? Au niveau des attributions de l'AIGF, il y a ce qu'on appelle l'autorisation et la coordination pour l'implantation des sites et stations radioélectriques. Quand cette station-là est autorisée par l'AIGF, alors son implantation est légale. Parce qu'en amont de ce que nous voyons, il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises. Maintenant, vous parlez de l'impact sur la santé éventuellement des habitants de cet immeuble des environs. Sur la santé. Évidemment, au niveau de la coordination, il y a un autre dispositif qui est l'évaluation du niveau de champ dans lequel vont baigner les populations. Et des seuils existent en la matière. Donc, on n'autorise l'implantation d'une station que quand ces seuils-là sont respectés. Donc, tant que la station est implantée légalement, alors il n'y a pas de crainte. Voilà pourquoi tantôt je parlais d'effet supposé. Très bien. Mais est-ce que quand vous parlez des seuils, bon, on ne connaît pas le seuil. C'est justement ce que j'allais demander, voilà. On ne connaît pas les seuils. Mais on ne connaît pas le seuil. Imaginons un temps soit peu que nous sommes dans un rayon de bâtiments et sur 5 bâtiments autour, il y a 5 antennes relais. Parce que nous arrivons d'en voir 2, 3 dans le même quartier, on est un peu embêtés. Est-ce que ceux qui sont au milieu ne seront pas exposés? Ou bien est-ce que le seuil ne sera pas dépassé? Voilà pourquoi je parlais tantôt d'autorisation. Tant que vous avez la conviction que la station est autorisée, alors ça veut dire que le seuil n'est pas dépassé. D'ailleurs, il arrive que l'AIGF refuse d'autoriser l'implantation d'une station. Donc, les seuils sont toujours respectés. Et ils ne sont pas liés au nombre de stations. Parce que souvent, ce dont on parle, ce sont les antennes des opérateurs de téléphonie. Mais le service de téléphonie mobile n'est qu'un service parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Donc, quand on fait les mesures de niveau, il n'y a pas seulement que la téléphonie mobile,
il y a la radiodiffusion sonore et autres. Avant d'aller avec Herman et Isabelle, est-ce que les populations vivant dans ces zones-là sont informées de ces seuils-là? Est-ce que vous échangez avec elles? Nous saisissons toutes les occasions pour échanger avec ces populations-là. Et une de ces occasions-là sera le forum des radiocommunications. Avant le forum, est-ce qu'il existe un cadre d'échange avant l'installation de ces antennes? Ah oui, dans certaines conditions, notamment dans les cités. Dans les cités bâties, généralement, il y a des rencontres qui sont organisées avec les syndics afin d'expliquer les tenants et les aboutissants. Très bien. Herman. C'est un sujet qui préoccupe les utilisateurs de téléphonie mobile et autres. Qui est responsable de la qualité des réseaux de communication en Côte d'Ivoire? Posé sous cette forme-là, je risque de donner une réponse tendancieuse. Mais je vais vous mettre à l'aise. Quand on parle de qualité de service des réseaux de téléphonie, la qualité revient d'abord à l'opérateur. Parce que l'opérateur s'est engagé à fournir des services de radiocommunication avec une qualité requise. Par contre, la question fondamentale, c'est qui s'occupe de vérifier si la qualité requise est fournie. Eh bien, à cette question-là, c'est l'autorité de régulation des télécommunications, donc la RTCI, qui définit les indicateurs de performance des réseaux et qui vérifie leur existence. Si tel n'est pas le cas, l'opérateur concerné est rappelé à l'ordre. Alors, on se rend bien compte qu'on n'est pas au forum des radiocommunications, parce que tous ceux qui posent ces questions, voyez-vous, ce ne sont pas des experts, ce ne sont pas des spécialistes. Les spécialistes, eux, ils seront donc du côté d'Azalai Hotel. Ce sera donc du 3, 4 à 5 octobre. Vous allez donc réfléchir à comment nous permettre justement de bien comprendre les enjeux des radios électriques et des fréquences. Isabelle, pour la prochaine question. Oui, alors dans un communiqué, l'Agence nationale des fréquences en France a demandé à l'entreprise, donc Apple, de retirer du marché français l'iPhone 12. C'était le 12 septembre 2023. Comment est-ce que vous jugez déjà cette décision et est-ce que vous envisagez d'emboîter le pas à cette décision, par exemple? Ah, merci, madame. Emboîter le pas, je ne dirais pas oui. Nous suivons. Mais ce qu'il faut relever, c'est que la décision de l'ANFR relève de son protocole de mesure. En la matière, et pour ce qui concerne les terminaux, il faut se dire que ce qui est en cause ici, c'est le débit d'absorption spécifique, donc qu'on appelle le DAS. Il en existe 3, le DAS tête, le DAS membre et le DAS tronc. C'est une des valeurs relativement au protocole de mesure qui est au-dessus du seuil. Et en la matière, je parlais tantôt de mesures de précaution et voilà pourquoi cette décision-là a été prise. Mais cela s'est fait seulement qu'en France. Des entités comme la nôtre et ailleurs sont aux aguets, comme on le dit, en train de suivre la suite des choses. Mais en l'état actuel des choses, on ne peut pas prendre de décision juste sur la base de la décision de l'ANF. Du coup, M. Kwame Bini, ça va poser la question justement des normes ici en Côte d'Ivoire, notamment sur ces questions de rayonnement et justement non ionisant. Donc il y a une vraie problématique, c'est de comprendre justement le niveau de normes en Côte d'Ivoire. Enfin, mais c'est vrai, vous avez entièrement raison. Et les rayonnements non ionisants, donc les RNI, mais sont encadrés par un décret qui a été pris depuis 2019 pour ce qui est de l'exposition des populations à ces rayonnements-là. Et il y a des seuils de mesure. Et ces seuils-là n'ont pas été fixés de manière unilatérale par la Côte d'Ivoire. Il y a la Commission internationale de la protection contre les rayonnements non ionisants qui travaille en étroite collaboration avec l'OMS. Et dans le dispositif de mesures de précaution, ces seuils-là sont révisés en cas de besoin. Donc, la Côte d'Ivoire ne traverse pas un vide juridique en la matière. Élisée, et puis on saura aussi si les populations connaissent un peu tous ces détails-là.
Parce qu'on a l'impression que vous existez depuis 2010, depuis 10 ans déjà, il faut le dire. Mais est-ce que la communication au niveau de tout ce que vous êtes en train de dire sur ce plateau est vraiment connue et véhiculée auprès des populations? Il faut avouer que la communication est véhiculée, mais pas comme nous l'aurions souhaité. Voilà pourquoi je disais tantôt que nous saisissons toutes les occasions pour communiquer sur ces problématiques-là. Élisée. Certains reprochent à l'AIGF de faire 2 poids 2 mesures dans l'attribution des fréquences. Je l'ai entendu déjà dans certains endroits. Est-ce qu'il serait possible qu'on ait les critères d'obtention ou bien d'octroi d'une fréquence? Et puis éventuellement, j'ai eu dit que ça fait 10 ans que l'AIGF existe. Juste un petit bilan sur vos acquis. C'est effectivement, ça fait déjà 10 ans. Et réglementairement, nous sommes nés depuis 2012. Nous avons commencé nos activités effectivement en juillet 2013. Donc, ça fait effectivement 10 ans. Et de l'arbitraire dans l'attribution des fréquences, non, je ne pense pas. Parce que, à la différence peut-être d'une autre organisation, nous attribuons les fréquences en gros. Et dans le système de la Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle les affectataires de bandes de fréquences. Ils sont un certain nombre, dont l'autorité de régulation des télécommunications. Il y a la haute autorité de la communication audiovisuelle. Il y a l'autorité nationale de l'aviation civile. Il y a la direction générale des affaires maritimes et portuaires. Et à ceux-là, nous donnons les fréquences en gros. C'est eux qui donnent les fréquences donc, par ce qu'on appelle l'assignation en détail. Et en la matière, il y a un document directeur qu'on appelle le tableau d'attribution des bandes de fréquences et on n'attribue les fréquences que sur cette base-là. Il ne saurait avoir d'arbitraire dans l'attribution des bandes de fréquences. En tout cas, surtout pas au niveau de l'AIGF. C'est dire que la question d'Olivier Laoué aussi elle est intéressante. Du coup, est-ce que vous êtes vraiment un vrai outil de développement qui accompagne justement tous les opérateurs, parce que ça va faire aussi l'objet de votre forum, tous les opérateurs qui ont envie de se développer, qui manifestement ont besoin des fréquences. Est-ce que vous êtes un vrai partenaire d'accompagnement justement de tous ceux qui veulent se développer en rapport avec les fréquences? Mais même sans réfléchir, je dis oui. Je dis oui parce que quand vous regardez dans nos attributions, c'est nous qui défendons la position de la Côte d'Ivoire en matière de radiocommunication à l'international. Et vous savez, chaque jour qui passe, il y a des services nouveaux qui naissent et qui ont besoin de fréquences. Pour avoir des fréquences pour ces nouveaux services-là, vous avez un seul interlocuteur en Côte d'Ivoire, c'est l'AIGF. Et si les services continuent d'être implémentés, soit dans de nouvelles bandes, soit dans des bandes réaménagées, cela procède du fait de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences. Monsieur Billy, en fait, je sais que vous n'êtes pas responsable de la qualité du réseau. En Côte d'Ivoire, on est sûr, vous l'avez déjà dit. Mais ma question, excusez vraiment ma candeur sur le sujet. Souvent, il y a certains lieux à Abidjan ici où, lorsqu'on se promène, on se rend compte qu'en pleine communication, ça se coupe automatiquement. On ne sait pas pourquoi. Mais il y a des lieux à Abidjan ici où on ne peut pas avoir de réseau. Pourquoi? Est-ce parce qu'on n'est pas bien couvert? Ou bien, qu'est-ce qu'il y a concrètement? Mais n'oublions pas qu'au-delà de ma fonction d'être employé à l'AIGF, je suis un consommateur. C'est ça. Donc, c'est des phénomènes que tout le monde constate. Mais parce que, justement, dans la couverture des opérateurs, il y a des trous qu'on appelle des zones blanches. Des zones blanches? Oui. Soyons pédagogues. Ça veut dire quoi, zone blanche? Il y a 2 types de zones blanches. Il y a des zones qui ne sont pas couvertes ou qui ne sont pas suffisamment couvertes. Parce que quand vous arrivez là, le niveau du signal est tellement faible que votre terminal ne peut pas l'exploiter pour continuer. On peut être plus précis, exactement. Après, eux, dans le cas, permettez-moi d'y répondre, ils ne cherchent pas à savoir les raisons, mais en tout cas, on constate. C'est ce qu'on constate. Est-ce qu'on peut être plus précis de façon géographique? Quand vous traversez le 3e pont, il arrive des moments où la communication, vous n'avez plus rien. C'est ce qu'on dit, le signal s'est évanoui. Et vous savez, dans le système de la téléphonie mobile, c'est comme si vous avez des cercles que vous passez les uns après les autres. Si vous passez un cercle et que vous avez un vide avant de tomber dans le cercle suivant, qui est la zone de couverture de l'antenne suivante, mais évidemment, vous tombez dans une zone blanche, votre
communication peut se couper. Herman Aboa, c'était très intéressant, mais permettons à Herman, parce que je pense qu'il a quelques idées. C'est vrai que le sujet est très passionnant, mais vous ne serez pas au forum, je sais. Donc quels sont les projets de l'AIGF à court, moyen et long terme? En tout cas, nous en avons. Et notre projet immédiat, c'est notre contribution à la CAN. Je parlais tout le temps, tantôt, d'essayer d'éviter qu'il y ait des interférences, parce que n'oublions pas que toutes les délégations qui viennent vont venir avec des équipements divers. Clair. Ensuite, on parlait tantôt des RNI, des rayonnements non ionisants. Mais il faut mettre les gens en confiance, parce que dans ce rassemblement-là, il faut veiller à ce que les seuils ne soient pas dépassés. Donc ça, c'est notre projet immédiat. À moyen terme, nous sommes en train de chercher à acquérir ce qu'on appelle le système de gestion et de contrôle automatisé du spectre. C'est un outil qui nous permettra de contrôler l'utilisation des fréquences et d'être dans de bonnes mesures. Donc, en pratiquant à moyen terme, c'est avant la CAN. Non, à moyen terme, c'est après la CAN. Et vous savez qu'au niveau de l'UEMOA, la zone UEMOA, la Côte d'Ivoire est un centre intéressant et principal pour ce qui est du contrôle et de la sécurité en mer. Donc, nous, à moyen terme, nous devrons acquérir ce qu'on appelle des stations côtières. Mais je peux peut-être à long terme, vous savez, dans les meilleures pratiques, nous sommes en train de chercher les moyens pour acquérir ce qu'on appelle un centre de test et d'interopérabilité. Il permettrait de pouvoir participer à l'homologation d'un certain nombre de matériels. L'AIGF, donc, au cœur des enjeux de développement de la Côte d'Ivoire, mais là, il s'agit justement de développement donc, des réseaux de radio électrique. Donc, pour ce faire, un forum de radiocommunication va se tenir dans notre pays les 3, 4 et 5 octobre prochains, ici même à Abidjan. C'est tellement important. Les débats vont porter autour du développement des réseaux, je l'ai dit, radioélectriques en Côte d'Ivoire, enjeux et impact. Et c'est l'AIGF qui invite tout un parterre d'experts afin que les Ivoiriens soient mieux instruits, que la Côte d'Ivoire devienne vraiment encore un des leaders en matière de gestion de fréquences. Monsieur Kwame Bini, on va vous remercier quand même d'être passé nous voir. C'est moi qui vous dis merci et de nous donner l'opportunité d'être sur votre plateau et de donner certaines informations. Mesdames, Messieurs, en ce jour férié, on a pris un grand plaisir à vous retrouver. En témoignent les sourires des uns et des autres, hein, parce que, bon, enfin, ils n'ont pas profité de leur sourire. Oh, le sourire de Christelle. Cette émission va se terminer avec ce bon souvenir pour les téléspectateurs, ce souvenir de ce sourire. Alors, en tout cas, merci de nous avoir suivis. On a eu beaucoup de plaisir à être avec vous ce soir. J'espère que vous avez pris le temps de bien vous reposer. On se retrouvera demain pour un grand talk aussi dynamique. Bonsoir. Et surtout, les programmes continuent sur Live TV.